Bonjour, dans cette leçon, j'ai le plaisir d'inviter Sébastien Imbert, expert ACV et consultant environnement. Dites-nous, Sébastien, quel est le rôle d'un consultant environnement et plus particulièrement d'un expert ACV? Alors, le rôle d'un consultant en environnement comme moi, c'est d'utiliser la connaissance ACV pour conseiller les entreprises, les pouvoirs publics sur quelles sont les meilleures solutions parmi un choix, quels sont les points chauds et quelles sont les fausses bonnes idées pour éviter de déplacer les impacts. Ça peut aussi aller jusqu'à répondre aux questions des médias, par exemple. Parfait. Vous devez savoir que Sébastien a eu occasion, au cours de son activité professionnelle, de répondre à la question que je vous ai posée au début de ce cours, à savoir quelle est la manière moins impactante de se préparer une tasse de café le matin. Sébastien, est-ce que tu peux nous dire un peu plus à ce sujet? Avec grand plaisir. J'ai donc deux cas d'études. Un qui est un cas d'étude proactif de l'entreprise, parce qu'elle s'intéressait à ses impacts, et l'autre qui est un cas d'étude réactif. Alors, commençons par le premier cas, le cas proactif. Alors, nous avons l'entreprise Nestlé, qui produit du café, qui nous a mandaté pour comprendre les impacts environnementaux de trois alternatives pour préparer une tasse de café de 100 millilitres. Une alternative avec du café instantané, une alternative avec du café filtre et une alternative avec du café en capsule. Le but était de comprendre quels étaient les points chauds, quelles étaient les parties qui avaient beaucoup d'impact pour chaque phase du cycle de vie, et puis de comprendre les forces et faiblesses lorsqu'on commence à comparer chaque alternative, dont le but aussi de répondre aux questions. Ce que nous avons fait, c'est étudier le cycle de vie complet du café pour une tasse de café, en commençant par la production du café vert, le transport jusqu'en Europe, la fabrication du café en Europe, la fabrication de tous les emballages qui vont avec, la distribution jusque chez le consommateur, l'utilisation chez le consommateur, compris le lavage de la tasse, et la fin de vie de tous les emballages, voire du café filtre, pour une tasse de café à la maison ou au bureau. Prenons l'exemple d'une tasse de café filtre pour laquelle on a évalué l'empreinte carbone exprimée en grammes de CO2 équivalent par tasse de café sur son cycle de vie complet. Alors, nous avons par exemple la production du café vert qui émet, pour une tasse de café, de l'ordre de 21 grammes de CO2 équivalent par tasse de café. Une fois qu'on a produit ce café vert, pour le produire, on a dû l'irriguer, par exemple. Là, on a de l'ordre de 7 grammes de CO2 qui sont associés à l'irrigation pour ce café vert, qui s'additionnent aux 21 grammes qui ne prennent pas en compte l'irrigation. Ensuite, ce café vert, il faut le traiter dans le pays d'origine. On a de l'ordre de 10 grammes de CO2 qui s'additionnent aux 21, aux 7, etc. Et on continue le transport jusqu'à l'Europe, la fabrication des emballages, la fabrication du café, la distribution jusque chez le consommateur, la phase d'utilisation, où on voit qu'il évite, émet beaucoup de CO2, le lavage de la tasse, et puis finalement la fin de vie qui peut dans ce cas-là être un crédit, puisque lorsqu'on met le filtre avec le café dedans à la poubelle dans un cas où on incinère, on aura un petit crédit énergétique, donc un crédit CO2. Ça nous donne le bilan en grammes de CO2 par tasse de café pour un café complet. Ça, c'est en faisant l'hypothèse qu'il n'y a pas de gaspillage. Ce qui n'est pas rare, c'est qu'on prépare plus de ce café de ce qu'on a besoin. Et dans ce cas-là, par exemple, si on a besoin d'un tiers de café en plus, toute la partie production du café jusqu'à sa préparation va augmenter d'un tiers, puisqu'il faut euh, 50% de plus en fait de café pour boire notre tasse de café de 100 millilitres. Et la partie lavage de la tasse ne change pas. Et là, on voit que la quantité de café gaspillé est un facteur clé dans l'interprétation des résultats. Nous avons fait le même processus pour les trois solutions étudiées. Nous avons trois solutions étudiées, mais quatre scénarios, puisque nous avons un scénario en café filtre sans perte, un café filtre avec perte. Toujours une empreinte carbone en grammes de CO2 équivalent par tasse de café pour les différentes phases du cycle de vie. Par exemple, tout ce qui a trait à la production du café vert, irrigation, traitement du café sur place. Tout ce qui a trait à ce qui est contrôlé par Nestlé, le transport en Europe, tout ce qui est l'usine, les frais généraux, les emballages,
la distribution chez le consommateur et la fin de vie des emballages qui est connectée à la production de l'emballage. Et puis, tout ce qui trait à l'utilisation à la maison, avec la machine à café, l'utilisation de cette machine pour préparer le café et le lavage de la tasse. Ça nous donne l'empreinte carbone de la solution lorsqu'on regarde le cycle de vie complet. Ce qu'on observe, c'est que la solution au café instantané est a priori plus intéressante que les autres solutions, notamment parce qu'elle permet de minimiser la quantité de café vert à produire en Amérique du Sud, par exemple, puisqu'il y a un traitement assez poussé à l'usine, et on voit qu'une application industrielle peut avoir un avantage écologique si elle permet de réduire la quantité de matières premières à utiliser. Parmi les autres apprentissages, on voit que dès qu'on a une capsule, ça a une part importante de l'empreinte environnementale, il est donc important de travailler sur l'éco-design de la capsule et des solutions de fin de vie. Notre apprentissage, c'est que la phase d'utilisation à la maison est très importante. Donc, si Nestlé, par exemple, met à disposition une machine pour utiliser une capsule, il est très important de faire une machine qui est efficace au niveau énergétique. Et puis, un autre apprentissage, c'est que dès qu'on a du gaspillage, ça fait monter l'impact environnemental très vite. Il est donc très important de réduire à zéro la quantité de café gaspillé. Merci Sébastien, très intéressant, très instructif ces résultats, mais relève d'une seule problématique environnementale, l'empreinte carbone. Qu'en est-il des autres indicateurs environnementaux? Alors, très bonne question. Nous avons évalué tous les indicateurs environnementaux. Le résultat qu'on obtenait avec les autres indicateurs était similaire avec celui de l'empreinte carbone. Donc, à la fin, nous avons pu nous concentrer sur l'empreinte carbone lorsqu'on communiquait les résultats aux clients. Très intéressant. Puis je pense qu'avec les participants de ce cours, on serait aussi intéressé à savoir quelles ont été les implications pour Nestlé suite à ces résultats. Donc, qu'est-ce que Nestlé a fait? Alors, comme montré là, Nestlé a pu utiliser ces résultats en interne, notamment pour faire le co-design sur la capsule, sur la machine à café, en travaillant aussi avec les agriculteurs en Amérique du Sud, et a aussi fait une utilisation externe de ces résultats pour communiquer avec les parties prenantes. Par exemple, Nestlé a publié ces résultats dans un journal scientifique, ce qui permet d'en augmenter l'objectivité, vu que ça a été regardé par des pairs en dehors du consultant. Nestlé a pu communiquer sur son site web les résultats de l'empreinte carbone, par exemple là, d'une tasse de café instantané, ce qui permet de sensibiliser les consommateurs aux différentes phases du cycle de vie, et notamment de la phase de l'utilisation à la maison, pour que le consommateur, lorsqu'il a acheté son café, peut toujours travailler pour réduire l'impact environnemental en diminuant le gaspillage et en faisant attention d'avoir des appareils qui sont efficaces au niveau énergétique. Merci, étude vraiment intéressante. On voit une démarche proactive de l'entreprise qui vous contacte pour s'améliorer d'un point de vue environnemental. Maintenant, vous nous avez parlé de deux études de cas. Le deuxième, lorsque une entreprise vous a contacté pour répondre à une préoccupation des consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Exactement. Très beau cas d'étude réactive cette fois-ci. C'est l'entreprise Nespresso qui fabrique les capsules en aluminium. Regardons ce cas. Nespresso fabrique des capsules en aluminium et un jour s'est retrouvé en face de la communication d'un concurrent qui fabrique des capsules biosourcées et 100% biodégradables. Et ce concurrent disait qu'après utilisation, vous n'avez plus qu'à jeter la capsule biodégradable avec vos déchets ménagers. Contrairement aux capsules en plastique ou en aluminium, génératrices de beaucoup d'emballages inutiles, et dont le bilan énergétique ou CO2 est très élevé, la capsule Ethical Coffee Company est respectueuse de l'environnement. Ok. La question de Nespresso était, est-ce vrai? Est-ce vrai qu'une capsule biosourcée et biodégradable est plus écologique qu'une capsule en plastique ou en aluminium? Nous avons donc été mandatés pour effectuer le bilan écologique de 4 alternatives mentionnées: la capsule Nespresso en aluminium, la capsule en plastique et 2 versions de la capsule en bioplastique, une en PLA et une en amidon. Alors, évidemment que la communication s'effectue sur la capsule, mais il ne faut pas oublier le fait que lorsqu'on achète cette capsule, elle vient avec potentiellement une poche pour les capsules en plastique et bioplastique, puisqu'elles n'ont pas de barrière à l'oxygène, donc il y a une petite poche qui les protège.
elles viennent dans une boîte en carton, les sleeves pour Nespresso, des boîtes plutôt carrées pour la plastique et la bioplastique, qui sont déjà, information intéressante, plus grosses en moyenne que la boîte Nespresso, puisqu'il faut protéger la poche qui est sensible. Et puis, tout ça vient dans un carton de livraison, qui sera aussi dans le cadre du plastique et du bioplastique, plus gros que dans le cas de Nespresso, puisqu'il faut emballer une boîte qui est plus grosse, puisqu'elle protège une poche qui est plus grosse que la capsule. Ces 4 scénarios ont été évalués de nouveau avec l'empreinte carbone en grammes de CO2 équivalent par capsule. Nous avons la capsule en aluminium Nespresso, la capsule en plastique et les 2 capsules en bioplastique, PLA et amidon. Fabrication de la capsule. En jaune, on voit l'impact pour fabriquer la capsule en aluminium, en plastique et en bioplastique. Ensuite, en brun, on voit la fabrication de la poche, qui n'existe pas chez Nespresso, mais qui existe pour les 3 autres alternatives, assez importante pour la capsule en plastique, notamment car elle a de l'aluminium. Plus faible pour le bioplastique, c'était que du plastique. Nous avons ensuite la boîte dans laquelle est les capsules, qui est du même ordre de grandeur, mais quand même plus grande pour le plastique et le bioplastique, puisqu'elle doit protéger la poche. Et puis à la fin, le carton de livraison, similaire, il est un peu plus grand pour le plastique et le bioplastique, puisque il faut protéger une boîte plus grande. Nous avons aussi un crédit CO2 pour le bioplastique, puisque la plante, en grandissant, elle a pompé du CO2 de l'atmosphère. Ce crédit-là peut donc être soustrait à l'impact total si on voulait voir l'impact au moment où on achète la capsule. Parmi les apprentissages, on voit qu'il est très important de regarder les autres emballages et non pas que la capsule, notamment dans le cas de la plastique, où les autres emballages comme la poche, la boîte et le carton ont encore plus d'impact que la capsule elle-même. Donc se focaliser sur la capsule serait une erreur. Deuxième apprentissage, il n'y a pas a priori une solution qui est significativement plus écologique que l'autre. Elles ont toutes un certain impact. Mais une capsule, vous n'allez pas la garder indéfiniment chez vous. D'ailleurs, la communication le dit, vous pouvez la mettre dans les déchets ménagers. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on la met dans les déchets ménagers? Nous avons évalué les cas où on mettait la capsule dans les déchets ménagers qui finissent en enfouissement. C'est le point noir. Nous avons chaque fois un impact additionnel. Pourquoi? Car en enfouissement, le café contenu dans la capsule va se dégrader et va notamment émettre du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre. Et là, on voit par exemple le bioplastique en amidon, qui a beaucoup plus d'impact que les autres solutions. Pourquoi? Parce qu'en plus d'avoir le café qui se dégrade, la capsule se dégrade. D'ailleurs, ça fait partie de l'argument environnemental. Une capsule biodégradable. Ce qui n'est pas le cas pour le PLA en enfouissement, mais le cas pour l'amidon. Mais si l'amidon se dégrade, il émet du CO2 et surtout il émet du méthane. Et là, on se retrouve avec un apprentissage, c'est que si votre pays met les déchets en enfouissement, il ne faut surtout pas que la capsule se dégrade, car elle va augmenter l'effet de serre. Si vous êtes dans un pays qui incinère les déchets, on a plus de problèmes de méthane. On se retrouve même des fois avec un résultat net qui est légèrement inférieur à la fabrication de la capsule. Pourquoi? Parce qu'on a un crédit énergétique lors de l'incinération. Le message global, c'est que, contrairement à ce que disait la communication, les capsules en bioplastique ne sont pas plus intéressantes que les capsules en plastique et en aluminium. Ça, c'est pour le cas où on a mis la capsule dans les déchets ménagers. Mais quel est le cas maintenant si on a un consommateur en face qui est sensible à l'environnement et va faire l'effort de recycler sa capsule Nespresso, mettre sa capsule plastique dans la récupération du plastique ou la bioplastique dans la poubelle de déchets verts? Nous avons évalué ce cas. Nous nous retrouvons avec un résultat net pour Nespresso qui est de l'ordre de 10 grammes de CO2, car le recyclage permet de récupérer une partie de l'aluminium. Nous avons aussi une baisse d'impact pour le plastique et le bioplastique, puisque pour le plastique et les bioplastiques, on a une récupération énergétique en cimenterie pour le plastique et dans le biométhaniseur pour le bioplastique. Attention, nous n'avons pas de crédit au niveau des engrais pour le bioplastique, puisque le bioplastique n'a pas un effet bénéfique au niveau des NPK. L'apprentissage, c'est que même si on fait l'effort de bien traiter sa capsule en fin de vie, une capsule en bioplastique n'est toujours pas plus intéressante qu'une capsule en aluminium ou en plastique normal. Merci Sébastien, ces résultats sont fort intéressants. Encore une fois, vous nous avez présenté des résultats sur les gaz à effet de serre.
je serais intéressé à connaître quelles sont les conclusions sur les autres indicateurs environnementaux. Similaire au premier cas d'étude, les tendances données par les autres indicateurs environnementaux allaient dans le même sens que l'empreinte carbone, donc de nouveau, ça a simplifié la vie. Nous avons pu nous focaliser sur l'empreinte carbone lorsqu'on communiquait les résultats. Et donc, ces conclusions-là, pour Nespresso, elles ont donné quoi? Quelle a été la suite des résultats de votre étude? Alors, Nespresso, vu que c'était une étude réactive, a utilisé ces résultats pour communiquer avec les parties prenantes qui posaient des questions. Par exemple, Nespresso a publié les résultats sur un site web sur lequel on peut télécharger l'étude, 130 pages qui vont dans les détails pour tous ceux qui veulent avoir les résultats, mais a pu aussi tout simplement répondre aux questions des journalistes lorsqu'ils avaient des conférences de presse. Deux études très instructives. J'aimerais maintenant, Sébastien, que tu partages avec notre auditoire quels sont les enseignements de ces deux études pour les différentes parties prenantes de notre société. L'enseignement principal de ces deux études, c'est que chaque solution a des forces et faiblesses. Il n'y a a priori pas de solution qui est significativement plus écologique qu'une autre. Et qu'avant de se lancer dans une nouvelle solution, dans un nouveau business avec un argument environnemental supposé, ça vaut la peine de faire une analyse de cycle de vie pour s'assurer que les bénéfices environnementaux supposés sont bien réels. Merci Sébastien. On a donc vu que l'analyse de cycle de vie est un outil d'aide à la décision très important qui permet aux clients de répondre à toute une série de questions, de s'améliorer et surtout d'éviter que la solution proposée ne résulte pas dans une solution qui est tout simplement un déplacement d'impact. Et pour répondre à la question du départ, à savoir quelle est la manière la moins impactante de se préparer une tasse de café le matin, on a vu que le café soluble, c'est la solution à privilégier. Par contre, si pour des questions de goût, si pour des questions de plaisir, vous y tenez à votre espresso, faites attention à recycler votre capsule de café. Ou bien, je dirais même, vous pouvez bien vous préparer une espresso sans capsule, en faisant attention d'utiliser une machine efficace énergétiquement, si on a bien appris, et de ne pas gaspiller le café. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir.